Connaissance, recherche, sciences, décisions mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bonjour. Donc nous allons continuer ce survol qui a commencé à l'âge du bronze final ou au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui va nous conduire à l'Antiquité tardive. La semaine dernière, avec Stéphane Verger et avec notre Catalan Raimon, nous avions évoqué une certaine opposition qui a longtemps régné entre une Gaule méditerranéenne, pour la protohistoire, et une Gaule intérieure qu'on disait aussi tempérée. Et nous avions insisté sur le fait qu'il avait fallu dépasser un certain nombre d'incompréhensions, un certain nombre de différents méthodologiques, et que, avec des fouilles comme celle que nous a présentée Stéphane Verger, celle de Hordorf, celle d'Asberg, celle de Blauberg, bon, on avait véritablement établi des ponts, et que l'exemple, par exemple, l'exemple de la sculpture méridionale montrait bien que les choses étaient tout à fait différentes de ce qu'on avait pensé pendant longtemps. Mais cette opposition sur laquelle je ne reviendrai plus, Gaule méridionale et Gaule intérieure, n'était rien à côté de ce que j'ai connu au début de ma carrière et que j'ai vécu pendant plusieurs années. Et cette opposition de fond tournait autour, je dirais, du thème de l'hellénisation du Midi. Dans les années 60-80, la Vulgate était celle-ci, il y avait un vieux fond autochtone, et d'ailleurs la linguistique avait été appelée à le démontrer, un vieux fond autochtone, pas très brillant. On écrivait encore à l'époque qu'avant l'arrivée des Phocéens, les autochtones vivaient dans des grottes. J'ai eu la curiosité d'aller rechercher le fameux colloque de 1976. C'est encore ce qui est écrit. À la fin de l'âge du bronze, dans le Midi, on considérait que les indigènes vivaient encore comme au Paléolithique ou, disons, supérieur, pour être gentil. Et puis, il y eut les contacts avec les civilisations méditerranéennes. On parla d'une colonisation phénicienne en s'appuyant sur un certain nombre de matériaux qui avaient été trouvés, notamment dans des fouilles anciennes de Marseille, mais pas seulement. On parla d'une pré-colonisation étrusque. Et puis enfin, alléluia, débarquèrent les Phocéens en 600 avant Jésus-Christ. Tout allait changer, et selon le texte fameux de Justin, qui reprend celui de Trouc-Pompée, le Midi allait connaître les remparts, donc l'urbanisation, à cultiver la terre et à cultiver également la vigne. Marseille allait donc imposer peu à peu son influence, une influence bienfaisante sur tous les peuples qui l'entouraient. La Vulgate continuait ainsi. À la fin du IVe siècle, ou quelque part par là, il y avait les fameuses invasions ou migrations celtiques qui allaient transformer des petits peuples jusque-là plus ou moins parcellisés en entités solides qui, face à Marseille, allaient imposer
un nouveau rapport de force politique, rapport de force militaire. Du coup, tout changeait. Marseille était obligée de se constituer une sorte de domaine. Et puis, la situation allait tellement se détériorer qu'au milieu, puis à la fin du second siècle avant Jésus-Christ, elle allait faire appel à Rome. Et du coup, le Midi se transformerait en province romaine. Et toutes ces thèses avaient été développées dans des livres à la fois archéologiques et historiques qui ont encore un poids. Je pense aux œuvres de Henri Roland sur Glanum et Saint-Blaise, au fameux livre de Fernand Benoît, L'hellénisation de la Gaule, à certains articles de quelqu'un qui s'appelle Hubert Gallet de Santerre, et que ne démentit qu'un peu gêné et du bout des lèvres un de ses élèves, Jeanne Auray, qui fouilla en Sérunes. Bref, les choses étaient d'autant plus installées, d'autant plus solides que les premières, à part les fouilles du parvis de Notre-Dame, les premières grandes fouilles d'urgence urbaine furent à partir de 1966, le port, l'ancien port, les premières fortifications et le superbe rempart hellénistique de Massalia. Donc, il faut bien se rendre compte de l'ère du temps, qui n'est pas si loin que ça, ça fait 40 ans. Il y avait les autochtones d'un côté, il y avait Marseille de l'autre. Et ce que je voudrais dire, puisque je raconte un petit peu mon passé, c'est que vous n'imaginez pas le climat de violence, y compris physique, que des oppositions avaient pu créer. À l'époque, à l'université de Montpellier, il y eut un petit groupe dont j'ai parlé souvent et dont vous avez vu d'ailleurs la plupart des membres venir ici vous faire des séminaires, Michel Py, Bernard Dedet, Jean-Luc Fiche, etc., qui, eux, avaient commencé à fouiller des oppidats, comme Nage, Ambrussum, bien d'autres, et qui ne pouvaient plus supporter peut-être les phénomènes de 68, les racines, la décolonisation jouait un rôle énorme, ne pouvaient plus supporter cette espèce de dichotomie des indigènes barbares et d'autre part un colonisateur ou des colonisateurs provenant de la Méditerranée lointaine. Et quand je parle de violence, c'est parce qu'en 68, par exemple, Hubert Gallet de Santerre, auquel j'ai fait allusion, ancien membre de l'école française d'Athènes, et qui était recteur de l'académie, a été séquestré pendant 3 jours dans son bureau. Lorsque je suis arrivé à Aix un petit peu après, au bout de 3 mois, je n'étais qu'un simple assistant et je faisais les cours que me demandait mon professeur. Je faisais des cours sur la civilisation grecque et la civilisation romaine. Il y a un groupe d'étudiants qui est arrivé qui m'a dit « On en a assez. Ça suffit. Vous pourriez peut-être parler d'autre chose que des Grecs et des Romains. Les autochtones, ça existe. Ça n'est pas rien. » Et comme ça, une espèce de révolution politico-culturelle s'est mise en place. Bon, Dominique Garcia, qui est ici, est un peu trop jeune pour l'avoir connu, mais enfin, les échos s'en répercutent, je crois, encore aujourd'hui. Alors, on en a vu les suites. Alors les suites, c'est toujours difficile à juger à un moment X, alors que les processus sont lents. Mais je les juge extrêmement positives, même s'il y a eu des dégâts. Par exemple, l'université de Montpellier ne s'en est jamais remise. À l'époque, il y avait 3 directeurs des antiquités qui couvraient le Midi. Il y avait Guy Bariol du CNRS qui était en Languedoc-Roussillon.
il y avait François Salvia, qui était ancien élève de l'école française d'Athènes, qui était à Aix et qui couvrait, disons, la Provence, et moi-même, qui était également à Aix, et qui m'occupait du Var, de la Côte d'Azur et de la Corse. Et ça n'a pas été simple du tout, parce que autant Bariol et moi étions absolument persuadés de la nécessité de transformer les recherches archéologiques, pas seulement en termes de méthodologie, mais aussi en termes de méthodologie, mais aussi en termes peut-être d'appréhension d'une société, que le problème de l'hellénisation rôdait toujours, et que les anciens Athéniens, bon, je n'ai aucune vindicte particulière contre eux, ils sont comme ça, bon, les anciens Athéniens résistaient à tout craint. Voilà quel était le contexte. Alors, les choses se sont effectivement profondément transformées. Qu'est-ce qui a compté? Ce qui a compté, avant tout, c'est une jeune génération d'étudiants. Je le dis comme je le pense. Ce sont ces jeunes qui nous ont amenés, nous, qui étions un peu plus vieux, à réagir autrement. Alors peut-être que Bariol, qui était un vieil habitant des Alpes, et moi, qui suis breton dans l'âme, bon, on avait un sentiment d'irrédentisme un petit peu, qui nous portait à voir les choses autrement qu'en termes de coloniser-colonisateur. Mais cette génération-là a changé par son optique et aussi parce qu'elle était bien meilleure que nous pour les méthodes de fouille, en s'étant notamment formée aux méthodes de la préhistoire. Donc ce qu'on a essayé de faire, ça a été de développer des chantiers, de grands chantiers, notamment des chantiers écoles, comme celui de Latte, que Dominique a dirigé pendant plusieurs années. Les méthodes, c'est pas seulement les méthodes de fouille, c'est ce dont on a parlé déjà, à savoir toutes les techniques qui nous rapprochent des sciences dures, par exemple en termes de datation, ou des sciences de l'environnement, la paléozoologie, ou l'étude des graines, ou les spectres polliniques, etc., etc. Et la première évaluation, disons, de ces nouvelles recherches a amené insensiblement à se rendre compte qu'il y avait une continuité, qu'il y avait un fond, des habitudes, des traditions qui remontaient sans doute au moins au bronze final. Du coup, la thèse des grandes migrations celtiques, évidemment, s'en sortait affaiblie. Mais là aussi, il y eut des polémiques considérables. Et une de mes collègues que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monique Clavel, qui a joué un grand rôle dans l'archéologie française, eh bien, n'était guère satisfaite de voir ses thèses principales remises en doute. Néanmoins, l'important, c'est qu'il n'y avait plus, sans doute, d'un côté, vive Marseille, sauf pour l'OM, et de l'autre côté, je ne sais pas, Gardérem ou Larzac. Les gens ont appris à se parler, comme entre le Sud et le Nord, nous l'avons vu la dernière fois, et ils ont commencé à comprendre que c'est du dialogue et de la confrontation des données, à condition d'unifier les méthodes, qu'il y aurait le plus à apprendre. Mais ce qui a été extrêmement bizarre, c'est que j'ai vu apparaître une sorte de culpabilité. À savoir, ceux qui avaient défendu Marseille et qui lui avaient accordé un rôle prépondérant ont éprouvé une sorte de complexe. C'est tout juste s'ils n'allaient pas se confesser en disant « Pardonnez-moi, mon père, d'avoir péché ». Quelque chose comme ça.
ce qui n'était pas raisonnable, et ce qui, sans doute, scientifiquement, n'était pas justifié. Et on a eu une vingtaine d'années où le rôle de Marseille s'est trouvé, enfin de Marseille, pas seulement de Marseille, du monde méditerranéen, s'est trouvé considérablement amoindri. Nous avons eu un colloque précisément à Marseille sur le rôle de la cité, qui a été quelque chose de bizarre. On en parlait avec Dominique et Jean-Christophe tout à l'heure, à savoir que personne n'osait plus prononcer des mots comme acculturation, comme colonisation et même comme hellénisation. Alors, c'est sans doute le mouvement sinusoïdal de l'histoire, mais qui, une nouvelle fois, demande, à mon sens, à être un peu plus équilibré. Alors, une génération relativement neuve s'est beaucoup plus intéressée à des problèmes qui sont des problèmes relevant de l'anthropologie et relevant aussi, comme je le disais il y a un instant, d'une appréhension un peu quantitative des données de fouilles. Et je voudrais saluer d'ailleurs la mémoire de quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui est Chaunu, qui a disparu ce week-end, comme vous le savez, le grand créateur de l'histoire quantitative. Eh bien, l'archéologie quantitative aussi s'est mise en route avec la foison d'organisation de la documentation qu'on ignorait jusqu'à présent, que j'ignorais complètement, moi, quand on m'a pris à fouiller. Et c'est à partir de cette double réflexion, histoire quantitative, anthropologie, que vraisemblablement les choses ont évolué. Et un certain nombre de personnes, comme les deux collègues qui sont à côté de moi, ont lancé des réflexions qui aujourd'hui nous paraissent un peu de bon sens. Est-ce qu'on peut appréhender un espace-temps aussi vaste avec des idées simples? Si on regarde création de Marseille en 600 avant Jésus-Christ, et puis la province romaine en 125, c'est comme pour nous de Jeanne d'Arc à aujourd'hui. Ça fait du temps. D'autre part, si on parle d'une frontière italienne plus ou moins vague, puisqu'il y avait Golla Secca jusqu'aux Pyrénées qu'on pouvait dépasser, et en remontant jusqu'à Toulouse, les Alpes, je ne sais pas, l'espace aussi est considérable. Et l'histoire moderne et contemporaine nous ont appris la variété des situations dans les échanges ou dans les systèmes de domination entre peuples. Il n'y a pas forcément colonisation. On peut avoir toutes sortes de cas. On a vu dans certains comptoirs, par exemple portugais, un noyau portugais bien constitué à l'intérieur des mêmes remparts et le reste habité par des autochtones. Pourquoi ça n'aurait pas été pareil, par exemple, à l'époque étrusque, à l'époque phénicienne, voire à l'époque massaliote? On a vu des établissements mixtes. Et là, pour l'Antiquité, on a un texte, comme par exemple sur Emporias, qui nous montre une cohabitation qui nous paraît tout à fait bizarroïde entre Massaliote et Empuritain. On voit aussi se créer, c'est vrai, des domaines, se créer des grandes zones politiques. On voit se créer ce que les textes appellent, on en avait parlé avec Patrick Tollard, les emporias, c'est-à-dire des places de commerce, mais qui à certains moments peuvent devenir de véritables places militaires. Donc tous ces phénomènes-là ne peuvent plus être résumés sous un mot, ni même sous plusieurs mots. Les choses évoluent. Et c'est en fait plutôt que de tout réduire à une évolution qui serait pratiquement continue et qui est un des grands péchés de l'esprit, il faut au contraire diversifier et il faut faire des études qui soient ponctuelles.
on oscille toujours en histoire entre les grandes synthèses et les études de cas. Alors, on a eu pendant longtemps de grandes synthèses. Peut-être qu'on va revenir aux études de cas, qui, à leur tour, exigeront qu'on les interprète, qu'on les comprenne, mais ce sera sans doute de manière très différente de ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc, les collègues que j'ai invités aujourd'hui, Dominique Garcia, vous le connaissez déjà, il est venu nous parler des fouilles de Latte, quand il en a été directeur. Aujourd'hui, il est professeur à l'Université de Provence, chaire d'Antiquité nationale. Je le considère comme ayant été mon vrai successeur là-bas, et j'admire la tâche qu'il y accomplit. Et puis un plus jeune, Jean-Christophe Sourisseau, qui est à l'Université de Provence, maître de conférence lui aussi, et qui, lui, travaille, après une thèse sur les amphores archaïques, disons sur l'ambiente méditerranéenne, l'Italie du Sud, la Sicile, voire même vers l'Orient. Et j'ai pensé que ce chant amébé ou ce dialogue entre eux, qui allait montrer un vieux languedocien attaché à son terroir, bon, un peu quand même, oui, bon. Et puis d'autre part, quelqu'un qui s'en échappe assez souvent, ça pourrait être un dialogue fécond qui introduira en tout cas à une bonne discussion. Donc, je leur passe la parole.